Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin sur Europe 1 jusqu'à 9h30 et sur CNews jusqu'à 10h30. La mère d'Elias hier au micro de Laurence Ferrari, l'épouse d'Alban Gervaise cette semaine au Figaro et ce matin sur CNews Europe 1. L'épouse encore d'Éric Comines lors d'une cérémonie d'hommage. 3 femmes, porte-parole de 3 familles endeuillées. 3 femmes qui ont brisé ou brisent le silence et aussi un tabou. Pointer la responsabilité de l'État et donc celle des dirigeants dans le drame qu'elles vivent. La France a tué mon mari, avait dit Harmonie Comines. 3 femmes, Stéphanie, Christelle, Harmonie. 3 femmes que les médias écoutent en sourdine. Elles ne disent pas le refrain qu'impose la doxa. Vous n'aurez pas ma haine. Elles disent ça suffit. Et si chacune prend la parole, c'est au nom d'Elias, au nom d'Alban, au nom d'Éric, comme s'il fallait donner un sens à ces morts, comme si ces meurtres devaient être les derniers, comme si le sacrifice de leur vie portait un message, plus jamais ça. Oui, Stéphanie, Christelle, Harmonie prolongent l'existence de ceux qu'elles ont tant aimés. Ces femmes d'exception refusent la fatalité. Leur dignité, leur courage marquent un tournant puisqu'elles parlent quand jadis les victimes se taisaient. Hélas, toutes les victimes n'ont pas le même droit à la parole. L'espace médiatique choisit ses martyrs. La compassion est à géométrie variable. Qu'importe, elles parlent et aujourd'hui, elles sont entendues. À vous, Eugénie Bastier est avec nous, maître Pascal-Pierre Garbarini, que vous connaissez, Georges Fenech, un magistrat, un avocat, Alexandre Jardin, qui est là avec Jean-Vincent Chantreau. Vous êtes secrétaire général Union française des pêcheurs artisans. Parce qu'une révolte gronde, me dit-on. Oui, tout à fait. Bonjour, Monsieur Pro. En effet, nous nous mobilisons demain, aux côtés et sous la bannière des gueux, pour pouvoir exprimer la révolte qui vient de la mer, mais aussi main dans la main avec nos amis agriculteurs. Bon, les gueux. Alors, les gueux, Alexandre Jardin, j'entends les députés du Rassemblement national qui viennent régulièrement vers moi. Ils me disent, il est très sympathique, Alexandre Jardin, mais c'est quand même nous qui faisons le boulot à l'Assemblée nationale. Et c'est grâce à nous que sur l'électricité, sur les ZFE, nous avons obtenu les résultats que nous avons obtenus. Mais c'est vrai que par votre personnalité, comme vous êtes médiatique, comme effectivement on vous invite aussi régulièrement, il y a une sorte de petite concurrence sur ce point. On s'en fout. Ah, on s'en fout, oui. Ils s'en foutent pas, parce qu'ils se disent c'est quand même nous qui faisons le boulot à l'Assemblée. D'abord, ça a été transpartisan, les votes. C'est la vérité. Quand je dis on s'en fout, ce qui nous intéresse, c'est les gens qui nous écoutent. Est-ce que leur facture d'électricité va doubler ou pas et les derniers votes à l'Assemblée sont terrifiants, parce qu'ils ouvrent la possibilité pour le gouvernement de passer en force par décret un plan de 300 milliards que vous allez tous payer si on n'arrête pas ce truc. Donc demain, à l'Air des Vins, nous on sera en Bretagne, dans le golfe du Morbihan, à Cherbourg, à Dieppe, Au Grau-du-Roi, dans le sud, démarre un processus de révolte commune entre le monde de la pêche, des pêcheurs artisans, Tout à fait. le monde des paysans, avec la coordination rurale. Ils vont débarquer avec les tanks, les tracteurs, le tout sous bannière gueux. Et depuis hier, ça devient un mouvement européen. Les mendigos, c'est-à-dire les gueux espagnols. Les mandigos Mendigos. Hashtag mendigos. Bon. Sont en train de naître. L'Italie nous rejoint, le Portugal nous rejoint. Ils ont les mêmes problèmes d'une transition énergétique qui n'est pas gérée socialement. Bon, on va parler évidemment dans une seconde de la prise de parole des victimes, mais je vous regardais, Jean-Vincent Chantreau, vous êtes donc secrétaire général Union française des pêcheurs artisans. Ça a changé la pêche, hein. Moi c'est chic maintenant. Même les gueux sont civilisés. Hein. Oui, non, mais j'entends bien, mais que se passe-t-il? Marine Lançon est en train de me parler. Que se passe-t-il, Marine Lançon? Merci. Donc on va écouter la prise de parole, parce que c'est vraiment intéressant le tournant qui existe entre la mère d'Elias, je l'ai dit, l'épouse d'Alban Gervaise, l'épouse d'Éric Comines. Donc je vous propose de réécouter, c'était un moment très fort hier avec Laurence Ferrari, d'écouter la mère d'Elias, et puis la question lui a été posée, comment va, si j'ose dire, votre famille? On ne va pas bien. Néanmoins, on est une grande famille, une famille très forte et unie.
Donc on a repris rapidement le travail, les enfants vont à l'école, les plus grands continuent à étudier. Et en fait, on fait semblant. On fait semblant de sourire parce qu'on est triste et parce qu'on a toujours Elias dans notre tête. Mais on doit tenir. On se soutient les uns les autres. Et on s'adapte à cette vie sans Elias et pour Elias. Et vous-même, vous avez repris le travail, vous êtes médecin ? Je suis médecin, j'ai repris le travail à mi-temps parce que soigner des patients, ça demande beaucoup d'énergie et de concentration. Et j'ai besoin de temps aussi pour m'occuper d'Elias et de mes grands-enfants et simplement pour penser. Et puis il y a quelque chose dont on parle souvent, Génie Bastier, c'est le traitement médiatique. Je disais que la compassion est à géométrie variable, que l'espace médiatique choisi, c'est martyr. L'espace médiatique il est pluraliste aujourd'hui. Effectivement, il y a certains médias qui vont parler de certaines victimes et d'autres qui vont parler d'autres victimes, parce qu'il y a un éclatement du paysage médiatique. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que vous savez, en 2014, vous avez eu le mouvement MeToo de libération de la parole des victimes des violences sexuelles. Et vous avez aujourd'hui ce mouvement MeToo un peu dans le domaine de la sécurité et de ces victimes de l'insécurité qui prennent la parole, qui interpellent l'État. Et on a un peu une libération de la parole de ce côté-là qui n'existait pas, effectivement, il y a 10 ans, quand on se souvient de la tonalité qu'il y avait après les attentats du Bataclan, etc., qui était une tonalité beaucoup plus, oui, vous n'aurez pas ma haine, bougie, etc. Là, on a vraiment une interpellation de l'État et je pense que c'est un vrai phénomène de société très profond. Oui, parce qu'en fait, il y avait une chanson d'ailleurs de Didier Barbelivien qui soulignait ça, qui disait après les attentats, on met des nounours, des petites fleurs, etc. Et en fait, ça suffit, quoi. Ouais. Ça suffit, on va pas. Et en plus, c'est imposé par l'espace médiatique. C'est-à-dire, il se passe des choses dans le pays, mais il faut être. Faut rien dire. Ben non. La parole, effectivement, il faut mettre en cause peut-être la société, pourquoi pas, mais aussi ses dirigeants. Et près de la parole, et effectivement, je pense que c'est très important. Alors là, le traitement médiatique, écoutez, la mère d'Elias. Je suis très surprise par des propos que j'entends dans les médias qui modifient l'adolescent qu'était Elias et l'adolescent de 14 ans qu'il restera pour toute la vie. Il y a une manipulation de l'information et du meurtre d'Elias. La semaine dernière, Patrick Cohen, dans son édito politique sur France Inter, en parlant de la décision du Conseil constitutionnel, alors je vais lire ces mots, a dit « Après la mort tragique du jeune Elias, tué à coups de machette pour avoir refusé de donner son portable ». En fait, ce que fait Patrick Cohen, c'est qu'il prend parti et qu'il manipule l'information et le meurtre d'Elias en décidant lui-même, alors qu'on ne connaît pas encore la vérité, que Elias a refusé de donner son téléphone. Il réalise un biais cognitif, c'est-à-dire qu'il sous-entend que si Elias avait donné son téléphone, il ne serait pas mort. 5 mois après la mort de notre enfant, entendre Patrick Cohen, qui est censé être un journaliste rigoureux, on voit là qu'il ne l'est pas, qu'il est médiocre, tenir de tels propos, pour nous, c'est indécent. J'ai appelé un de ses collaborateurs qui travaille avec lui et j'ai demandé à ce que Patrick Cohen présente des excuses, m'appelle, m'explique d'ailleurs pourquoi il pensait que Elias avait refusé de donner son téléphone. Et j'ai demandé à ce qu'il m'appelle et qu'il présente des excuses à l'ensemble de ma famille parce que ces propos sont indécents pour nous. Et jusqu'à ce jour, je n'ai pas eu d'appel de Patrick Cohen alors qu'il a mon téléphone portable. Bon, il faut espérer évidemment qu'il puisse l'appeler. Mais l'avocat que vous êtes, Pascal Pierre Garbarini, est confronté sans doute à ce traitement médiatique et sans doute vous-même avez des difficultés parfois en fonction de la victime ou de l'accusé que vous défendez et un traitement qui est parfois différent. Absolument. À partir du moment où il y a un pli qui a été choisi et qu'on a considéré que dans cette affaire, pour telle ou telle raison, que ce soit le profil de la personne, la gravité des faits,
et qu'on a décidé que l'on aille dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire ou d'une culpabilité d'ores et déjà établie, avérée, ou alors en fait une innocence, eh bien c'est très difficile pour l'avocat, qu'il soit d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire côté victime ou côté accusé, eh bien de se faire entendre. C'est-à-dire à partir du moment où il y a une doxa qui a été choisie, alors on va vous interviewer parce que, en quelque sorte, vous êtes, moi ce que je dis souvent, on est l'alibi de l'information. C'est-à-dire, maître, on vous a entendu, on vous a écouté, mais ce que vous dites, ou rien, est la même chose. C'est-à-dire que vous n'avez aucune force et vous n'aurez jamais un retour en disant « Ah, c'est vrai, cette discussion, cette manière de présenter les choses, comme le dit l'avocat, c'est vrai, donc on va nuancer notre propos. » Ça n'existe pas. Non, il Georges Fenech. se passe quelque chose dans notre société aujourd'hui quand on voit maintenant effectivement les victimes s'exprimer. Vous savez, notre société, elle starifie le criminel. Voilà, c'est le criminel. Moi, je peux vous mettre au défi, par exemple, de me citer une seule victime de Guy Georges, de Michel Fourniret, de Salah Abdeslam. On les oublie. Elles sont victimes. Voilà. Non, le petit Grégory, on ne l'oublie pas. Je vous le dis. Et quand vous avez des victimes, et quand petit vous Grégory, on ne l'oublie pas. avez toujours des exceptions. Parce qu'on ne connaît pas le criminel. Et quand vous trouvez... Et les jeunes femmes, on ne les oublie pas. Les jeunes femmes quand ont vous été... trouvez, Pascal, des victimes qui s'associent, qui veulent faire bouger les choses, elles se retrouvent sur un mur des cons d'un syndicat de magistrats. Mais oui, mais c'est comme ça. Oh, mais Lola, on ne les oublie pas. Les jeunes femmes, excusez-moi, mais la place faite, elle est au criminel, malheureusement. Elias, c'est un prénom qui va rester dans la Oui, société mais est-ce française. qu'il y a beaucoup de chaînes Thomas. de télévision ou de presse écrite qui en parlent comme vous le faites ici? Bon, écoutez, parce que c'était déchirant hier d'écouter Stéphanie, donc la mère d'Elias, lorsqu'elle a parlé des derniers instants de son fils, qu'elle a fait un parallèle entre sa naissance et sa mort, et qu'à chaque fois, elle était présente et qu'elle l'a accompagné. Puis il y a eu toute la nuit ensuite à l'hôpital Necker où les chirurgiens et les réanimateurs ont essayé, malgré la gravité de la plaie aortique, de sauver Elias. Ils ont tout donné et le fait d'avoir eu cette place, que notre famille ait eu cette place toute cette nuit à côté de notre enfant, c'est un sentiment un peu bizarre parce que quand vous accouchez, vous êtes avec votre mari et vous accueillez votre enfant dans les bras. Et c'est le plus beau jour de votre vie, pour vos enfants. Et là, on a eu la possibilité d'accompagner notre enfant. Et cette sensation étrange, en fait, c'est d'accompagner son enfant et de le tenir dans ses bras lorsqu'il meurt. Alors, c'est très triste. Néanmoins, ça reste humain. C'est-à-dire qu'on avait notre enfant dans nos bras pour l'accompagner dans son passage dans la mort. Et pour nous, c'est ce que la médecine nous a permis et c'est toute la chaîne de prise en charge d'Elias et des secours et des policiers a permis qu'on puisse avoir toute sa famille cette nuit avec notre enfant. Témoignage évidemment déchirant. Pardon, je rebondis sur ce point parce que le quiproquo judiciaire, il vient de là. Parce que ensuite, les parents des victimes, quand la procédure judiciaire se met en marche, avec notamment toutes les expertises qui vont avoir lieu sur l'abolition ou l'altération du discernement du présumé auteur, en fait, il y a une dépossession. C'est-à-dire que les familles, elles sont dépossédées du dossier puisqu'elles n'ont plus de lien avec la procédure. Là, et ce qui est fou, c'est que la procédure s'en va. Elle est plus loin et elle est gérée par d'autres personnes. Alors, la famille va avoir son avocat, mais en revanche, si vous voulez, on va vous dire, le dossier est à l'instruction, le dossier est parti à l'expertise, nous attendons le rapport. Ils ne sont pas conviés à l'expertise, la famille, par exemple. Vous voyez, le contradictoire n'existe pas. Lorsque vous avez l'auteur qui va faire l'objet de ces expertises pour savoir si psychologiquement, donc, il était responsable ou non. Pour parler brièvement, eh bien, l'avocat de la famille de la victime n'est pas présente. Ni son médecin, d'ailleurs. Oui. Alban Gervais, donc elle a pris la parole, l'épouse d'Alban Gervais, Christelle Gervais. Et c'est intéressant parce que là, elle ne sait pas quoi dire à ses enfants, puisque
Pas de procès, donc pas de justice. Pas de procès, pas de justice. Écoutez ce qu'elle a dit hier, ce qu'elle a dit ce matin, pardonnez-moi, sur CNews, et elle avait pris la parole déjà dans le Figaro. Pour eux, c'est quand même difficile. J'aurais dit que les juges et les médecins considéraient qu'il était trop malade pour aller en prison et qu'il irait en psychiatrie. Par contre, forcément, je leur ai dit qu'il allait rester très très longtemps en psychiatrie. J'ai des doutes. Et je leur ai menti aussi sur un point. Je leur ai dit qu'ils n'avaient pas le droit de venir dans le département des Bouches-du-Rhône ou au moins à Marseille, comme on avait demandé. On en avait fait la demande devant la chambre de l'instruction, mais ça nous a été refusé. Donc effectivement, le meurtrier de mon mari, nous on habite toujours Marseille, et le meurtrier de mon mari pourra venir dans Marseille parce que la chambre de l'instruction nous répond qu'il doit pouvoir bénéficier de soins dans cette ville. Bon, ça c'est aussi une décision qui est difficile à entendre et pour laquelle il va falloir que je suis pas certaine de le dire aussi franchement à mes enfants. Je pense qu'il faut que je les protège et c'est déjà difficile pour eux de voir que voilà, il va aller à l'hôpital. C'est déjà difficile, donc je ne parle pas de durée d'hospitalisation ni de mesures d'éloignement pour le moment. Donc il va aller à l'hôpital. La chambre d'appel d'Aix n'a pas fixé une durée de l'hospitalisation, donc il peut sortir dans 1 an et dans 2 ans. Et c'est là que Madame Gervaise reprend la parole, parce que s'il restait 40 ans à l'ombre de la société, on pourrait se dire pourquoi pas, mais tout le monde sait qu'il va sortir dans 2 ans ou dans 3 ans et qu'il va être dans la ville. 2 certificats de psychiatre, 2 certificats médicaux de psychiatre, à n'importe quel moment, et le préfet relâche. Bon, après, on peut espérer quand même que... Ça peut arriver dans 1 an, ça peut arriver dans 5 ans. Il suffit que 2 psychiatres vous disent il a retrouvé ses facultés, il peut retourner à la société, il sort de l'hôpital. D'accord, Jean Fenech, mais il y a quand même moi je comprends absolument la douleur de cette mère et je serais pareil qu'elle, je pense, dans cette situation. Mais c'est quand même un principe de notre droit selon lequel on ne juge pas les fous, vous êtes d'accord? Mais pourquoi pas? Parce que c'est un principe de droit. On considère qu'il y a une abolition du discernement. Oui, mais pourquoi pas? Pardonnez-moi. Parce qu'on est fou, on n'est pas responsable de ses actes. Mais celui qui, à partir de... C'est un principe de droit, en fait. Qui décide qui est fou? La psychiatrie, des analyses. Et la psychiatrie, c'est une science exacte? Non, je suis désolé, Eugénie. Ça existe, la folie, Pascal? Mais je vous répète... je ne dis pas que c'est une excuse. Enfin, je suis désolée, Pascal, mais il y a quand même des principes de droit. Oui, il y a quand même une dérive. Non, mais il y a une dérive. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de dérive, mais je dis, est-ce qu'il faut renoncer au principe de responsabilité pénale en cas de... Eugénie, qui décide qui est fou et avec quels critères? Des psychiatres, des médecins. Et la psychiatrie est une science exacte? Oui, la psychiatrie est une science. La psychiatrie est une science. Les psychiatres ont fait 10 ans d'études de médecine. Je parle pas de la psychanalyse, je parle des psychiatres, Pascal. D'abord, c'est pas une science exacte. C'est quand même des médecins qui font des études. Ils ont fait 10 ans d'études. Pardonnez-moi, c'est pas une science. Non, mais dans ce cas-là, est-ce qu'il y a des gens qui sont fous, Pascal? Mais d'abord, ils peuvent être fous et être quand même pas condamnés, me semble-t-il. Moi, ce qui m'importe, c'est un principe. Ce qui m'importe, c'est toujours la même chose, de protéger la société. Oui, cet homme-là, il est dans 2 ans. La protéger la société, bien sûr, il faut sans doute les mettre. Pardonnez-moi, mais tous ceux qui passent à l'acte dans ce type d'événement, celui qui est kamikaze ou celui qui fait une fusillade, comme ça existe aux États-Unis, je pense qu'il y a quelque chose de déréglé. Quoi qu'il arrive. Il y a quand même des gens qui sont responsables de leurs actes. C'est un principe quand même de droit très fort qui a été mis en place. Écoutez, il y a des principes de droit sur lesquels il faut peut-être revenir. Oui, bien sûr, mais je dis juste que comprenons qu'on ne juge pas les fous, c'est un principe. Je signale qu'il y avait 3 psychiatres et il y en a déjà 2 qui n'étaient pas d'accord les uns les autres. Ça, c'est un débat. Je dis juste, est-ce qu'il faut. Mais vous le savez comme moi. Est-ce qu'il faut renoncer au principe d'irresponsabilité pénale? C'est la question que je pose ce matin. Non. Alors, Georges Fenech est d'accord avec moi. Bien sûr que non. Depuis le Moyen-Âge, on jugeait les fous et les animaux. On ne va pas juger des fous. Non, mais la réponse... Par contre, il faut les mettre hors d'état de nuire. Il faut les mettre hors d'état de nuire. C'est ce que j'ai entendu ce matin sur notre antenne de Charles Rodwell, qui propose d'améliorer la loi de 2008, mais simplement il y a un conseil constitutionnel. Je pense que là, dans l'affaire de Madame Gervaise et sa souffrance, elle est horrible. En plus, elle n'ose même pas expliquer à ses enfants, pour vous dire, c'est que il n'y a pas de procès. En fait, la difficulté, elle vient de là. Voilà. C'est qu'en fait, il pas faut... de procès, pas de justice. Il y a un procès sur la culpabilité maintenant. Il faut c'est la loi que j'avais portée. Oui, on déclare coupable, mais irresponsable. Mais si je peux terminer... Mais on fait... Là, en l'état, il n'y en a pas. Là, pour Madame Gervaise. Il faut qu'il y ait le procès, d'accord, sur la culpabilité, et vous avez raison. C'est la loi de 2008. Et ensuite, les experts viennent à la barre et s'expliquent sur
l'existence d'une altération ou d'une abolition du discernement, et ensuite la cour d'assises prend la décision en fonction des explications qu'elle a reçues des experts. C'est la chambre d'instruction à l'état actuel. Oui, à l'état actuel, c'est la chambre d'instruction, mais ça ne fonctionne pas. Vous le voyez, parce que la chambre d'instruction, les victimes, les familles des victimes ne sont pas présentes. Écoutez Christelle Gervais qui a peur de recroiser ses soeurs dans 2 ans, s'il vous plaît, dans 2 ans ou dans 3 ans dans la ville. Les avocats ont posé la question aux experts psychiatres. Si, une fois sa sortie en vie lactée, il ne vient pas suivre son traitement au CMP de son secteur, que va-t-il se passer? On nous répond, on va le réhospitaliser. Et comme mon avocat demande, mais comment allez-vous le retrouver? Et là, c'est le point de suspension, on n'a pas de réponse. Donc effectivement, ça c'est un point sur lequel il est essentiel de travailler, et c'est une question que je soulève. Comment on fait pour le retrouver s'il y a une rupture de traitement? On sait qu'elle est possible en cas de troubles psychiatriques sévères. Et comment on fait pour le retrouver et l'amener de nouveau dans une démarche de soins de qualité? Dans ses prises de parole, souvenez-vous ce qu'avait dit Harmonie Comines, qui était... Alors, vous l'avez vu nulle part, Harmonie Comines. Oui. Personne... C'est ça qui est extraordinaire dans l'espace médiatique. Elle a pris la parole dans une cérémonie d'hommage. Donc là, les médias étaient obligés, si j'ose dire, de l'écouter. Vous l'avez entendu sur un média quelconque? Non. Mais si c'était une parole qui convenait à l'espace médiatique, elle eût été invitée partout. Oui. Donc écoutez ce qu'elle avait dit ce jour-là. Ah, vous n'avez pas Harmonie Comines. Bon. Oui, par contre, si je peux rebondir, Eugénie Bastier. C'est vrai qu'il y a une tension. Je suis d'accord que le droit doit évoluer. Et moi, ce qui me frappe, c'est quand même dans l'affaire d'Elias, la décision du Conseil constitutionnel. Gabriel Attal a proposé une proposition de loi sur les mineurs suite au meurtre d'Elias en février. Et le Conseil constitutionnel a retoqué cette loi sur les mineurs. Donc oui, je suis d'accord que le droit doit évoluer. Le Conseil constitutionnel. Mais vraiment de fond en comble. On passe notre temps à dire ce qu'il faut faire et personne ne le fait. Parce qu'en 2027, on ne pourra rien faire. Bon, il est 9h23. J'espère qu'on pourra écouter Harmonie Comines. Bon, d'abord, et je vous ai présenté Jean-Vincent Chantroux en début de cette émission, qui est secrétaire général de l'Union française des pêcheurs artisans. Je précise que moi, je vous reçois pour que vous portiez effectivement une parole, mais vous ne pouvez pas annoncer des rassemblements, parce qu'en fait, on n'est pas une porte-parole de manifestation, parce qu'autrement, tout le monde va venir sur le plateau, et puis l'ARCOM nous écoute, et on est très encadré sur ces choses-là, donc je le précise à chaque fois. Donc vous allez rester avec nous, vous avez entendu le carillon qui marque la fin de notre première partie, mais le débat va se poursuivre, et puis surtout ce que vous portez avec Alexandre, les ZFE, l'électricité, tout ça, le mouvement des gueux, c'est important de l'entendre.